Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Deux dossiers nous intéressent. D'abord, gouvernance du Lualaba. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était en séjour dans cette partie du pays après l'étape du Haut-Katanga. Il a donc relevé justement le travail qu'Aba Fifi Masuka Seyni, Marie-Thérèse. Nous allons passer en revue les différents défis qu'elle est en train de relever avec Mardochien Sélé, qui est le président de la Ligue des jeunes de FIDEC. Le second dossier de ce soir, c'est donc la force dite de l'EAC, que retenir donc de l'ultimatum leur accordé par les patriotes que certains appellent Ouazalendo. Nous allons en parler avec Mutabazi Sekimonyo, analyste indépendant, avec d'autres sujets connexes. Vous le savez, sur le terrain, les patriotes ont pris de l'ascendance sur les Rwandais. Ils sont très nombreux qui sont partis comme ils donnent marre gratuitement. Eux aussi ont été effacés. Ils sont très nombreux dont les corps ont été ramenés dans leur pays et d'autres blessés. En Ouganda, apparemment, la peur a changé de camp. L'actualité chez nous est très importante. Jenny Kaimbe Moussobola vous en donne les principales articulations. Jenny, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. À la une de l'actualité, le général Olingi Nguema, président de la transition au Gabon, est arrivé à Kinshasa ce mercredi pour une courte visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée diplomatique dans la sous-région de la CEEAC. Dans l'actualité également, la motion de défiance initiée contre Jean-Tini Ngobila a été rejetée à l'unanimité ce mercredi après sa lecture par les signataires faute de fond et forme. Où en est-on avec le redressement de Congo Airways? La compagnie aérienne nationale dont les derniers aéronefs a été cloué au sol il y a de cela un mois, malgré la médiatisation que l'affaire a connue et les tollés que cela a suscité. Aucune nouvelle n'est donnée de la part des autorités, redoutant une crise pendant la campagne électorale. Le sénateur Ladi Yango Tikala a adressé une question orale avec débat au ministre des Transports. Plus de 1000 cas de décès liés au paludisme ont été répertoriés dans la province du Haut-Élé. Pour inverser la tendance, une vaste campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action a été lancée par le vice-gouverneur de province. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite des Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Effectivement, dans moins d'une heure, sur nos antennes, le journal, la grande édition vespérale. Et pour l'instant, Kinshasa Direct prend son envol. Le tout premier invité dans quelques instants. Le premier invité de ce soir avec nous, M. Sélé, bonsoir. Bonsoir, M. Fabien. Vous êtes le président de la Ligue de jeunes de FIDEC. Oui. FIDEC, qui signifie Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. C'est un front. Oui. Donc, vous êtes des combattants au front. Oui. Alors, c'est l'une des formations politiques parmi les premières à avoir cru en Tshisekedi quand il avait pris la décision de renoncer au mariage FCC Cash. Oui. C'est pourquoi on appelle l'autorité morale ce parti la fille aînée de l'Union sacrée. Et fille aînée de l'Union sacrée. Si. Mais le fils aîné, l'Union sacrée est connu, Bahati Lukwebo, avec son FDC. Bien sûr. Lui, il a été même parmi ceux qui ont identifié cette majorité.
Fille aînée de l'Union sacrée. C'est pas le maître nageur. Non. Marouche Nsele, c'est parmi les jeunes Turcs de ce parti. Il n'a pas sa langue dans la poche. Mais je comprends que ces derniers temps, vous avez calmé vos ardeurs. Bien sûr. L'autorité morale a recadré les choses, votre approche? Nous sommes toujours dans la logique, n'est-ce pas, de notre autorité morale. Le combat que nous avions mené à l'époque où il y a eu des tractations entre son prédécesseur, c'était un combat qui était taillé, adapté à la circonstance. Aujourd'hui, nous sommes appelés à passer à autre chose. Comme maintenant, je suis candidat député national dans la circonscription électorale de l'Uebo. Alors, nous ne sommes pas ici en train de faire une ce n'est pas une campagne. La CENI a déjà publié la liste définitive. J'ai évoqué seulement cela. Attendez de retrouver comment on les appelle, les habitants de l'Uebo. De l'Uebo, oui. Les Londoniens. Les Londoniens. Londoniens. Il y a encore beaucoup d'Américains là-bas. Oh non, seulement les Londoniens. Nous avons évoqué cela, c'est par rapport aux responsabilités. Vous trouvez néanmoins que c'est certains anciens Américains qui sont devenus Congolais, qui vous parlent un Tchoulouba très profond. Bien sûr, là vous avez raison. Ce sont des grands. Il y avait un certain, bon, il n'était pas américain, mais il était belge, Michoni. Je pense qu'il a parlé, il s'est dit même, il est Moukwa Kalonji. Mais à Lobo, il y a eu beaucoup d'américains, des missionnaires, surtout les presbytériens. Lobo, c'est parmi les anciennes villes cosmopolites. On a retrouvé beaucoup de tribus. Et la plupart des tribus du Kasaï oriental se sont retrouvées à Lobo. Comme le Bakwanga. Donc, c'est la mosaïque des cultures. Il y a eu une harmonie sans précédent, comme à Lusambo également. Oui, mais malheureusement aujourd'hui, ce système n'existe plus. Lobo. Et les divisions avec des ravins. Des ravins. La population qui n'accepte plus de vivre là-bas, ils demandent... Les gens ne vivent plus en harmonie? Bien sûr. Mais l'harmonie, oui. Mais normalement, le grand souci aujourd'hui pour la population de l'Uebo, ce sont des érosions qui menacent la petite concession. Chaque fois, on a foi, comme il y a le programme 145 territoires. Et pourtant, beaucoup de gens qui ont fait des bonnes études à l'époque, ils vont vous parler des Kampondé, bien sûr. Tu sais qu'ils disent, ils vont parler de Nikalaï, très bien. Ils vont parler de Luebo, ils vont vous parler de Lubondaï, ils vont vous parler de Mweka, avec le collège Saint-Louis. Saint-Louis, c'est à Kananga. Oui, mais il y a un collège à Mweka. Boulongo. Le collège de Boulongo. Oui. Voilà. Collège de Boulongo qui a formé également beaucoup de Congolais, des têtes bien faites. Et nous nous sommes dit aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser, nous sommes une jeunesse qui a besoin quand même d'aider notre population à retrouver les anciens souvenirs de notre cité de l'Uebo. Voilà, ça c'est une autre paire de manches. Battez-vous, mouillez le maillot. Quand le go sera donné, c'est essayer de convaincre les Congolais, dites-leur des choses qui tiennent la route, pas pour amener les t-shirts, un peu de bouteilles de sucré, il faut leur tenir un discours qui tient la route. Alors, mais ce n'est pas le moment, nous sommes sous les vigilants du CESAC. Alors, loi là-bas, beaucoup de grands ouvrages. Et Masuka est cité. C'est la deuxième fois que l'autorité suprême du pays cite cette dame en exemple. Un exemple. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Alors que ce sont des grands ouvrages qui relèvent quand même du gouvernement, comment on dit, du pouvoir, de l'autorité centrale. Ouais. Vous savez, M. Fabien, j'étais sur ce plateau plusieurs fois. Je parlais, je prédis, je dis Masuka, c'est la personne que le Lualaba attendait pour développer cette partie de la République. Beaucoup m'ont contredit, mais je suis resté derrière mes positions. J'ai dit, vous allez voir que Masuka n'avait pas du tout de paroles pour convaincre ni séduire, mais Masuka comptait sur son travail, son engagement, sa volonté pour servir la population du Lualaba dans l'ombre de la vision du président public Félix Tshisekedi. Mais c'était dans quelles circonstances? Après le départ du vieux Mouyej, personne n'a cru que Masuka pouvait faire plus que ce que Mouyej avait laissé.
Mais tout le monde est surpris aujourd'hui d'entendre que non seulement nous pouvons mettre les infrastructures de côté, mais la province était la province la plus endettée de la République, avec de dettes à la hauteur de 150 millions de dollars que Masuka a pu payer. Il a apuré toutes les Il a apuré toutes les dettes, mais avec le reste de la province. Et Masuka aussi, elle s'est mise à aller fouiller dans la poubelle de la province, où beaucoup de projets ont été jetés là-bas. Il a lavé ce projet, et on a modifié ce projet. Il a financé avec les fonds propres de la province. Dans une petite échéance, le Lualaba a pris de l'envol. Plus de 200 chantiers ouverts depuis le 25 janvier 2020. 200 chantiers. Pas une exagération là. Non, ce n'est pas une exagération, c'est une question de volonté. Elle est sûre que les recettes de la province du Lualaba doivent être orientées vers l'intérêt du Lualaba, qui est la construction des édifices pour la province, amélioration des conditions sociales, à travers ce climat d'activité qui est en train de se stabiliser. Et cet élan de développement est soutenu par presque toute la population entière. Vous êtes en train de voir ce que Masuka fait. Même le chef de l'État est surpris de voir que dans peu de temps, Masuka a impacté positivement à la province du Lualaba, et les Lualabais ont besoin de la voir revenir encore en 2024 pour continuer cette vision qui est noble. Il y a des quartiers où il n'y avait même pas, n'est-ce pas, de routes. Les routes n'existaient presque pas. Il y a des quartiers où il n'y avait pas de bonnes fontaines. Il y avait des quartiers où il n'y avait même pas de centre de santé. Aujourd'hui, c'était difficile de quitter le Lualaba, aller jusqu'à, n'est-ce pas, à Djilolo, aller à Mosumba, et partout il n'y avait pas de route. Mais il y a eu de l'anticipation. Avec même le lancement du projet 145 territoires, Mme Masuka a conçu cette route à terre battue. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a une carina, Ketch, il peut aller jusque là-bas, et donc les 5 territoires sont réunis. Avant d'aborder le volet social, parce que on ne peut pas manger les routes, Si. on ne peut pas manger les grands chantiers, les grands édifices. Mais parlons quand même des chantiers emblématiques parmi les 200, parce qu'on ne va pas citer tous. Nous sommes parmi ceux qui font rarement le tour dans ce coin. Très bien. Vous avez beaucoup d'évangélistes Si. qui font le tour entre Kinshasa et Kolosi. Alors, dites-nous les plus emblématiques. Le chef d'État venait d'inaugurer le grand barrage hydroélectrique De Boussanga. Je crois que ça va rimer avec l'exploitation minière. Si. Vous savez, il y a tellement beaucoup, mais je commence d'abord par ce barrage emblématique de Boussanga, un grand bijou. Aujourd'hui, Boussanga va servir beaucoup d'entreprises minières qui souffraient un problème d'électricité, insuffisance d'électricité. En dehors du barrage de Boussanga, je veux vite vous présenter l'Assemblée provinciale du Lualaba, où il y a même un bâtiment administratif, c'est-à-dire un député provincial. Au-delà de l'exploitation minière, Oui. excusez-moi, un petit chat dans la gorge, est-ce que la population, elle, sera desservie en électricité? Quelle est la part qui est réservée pour cette population, soit celle de différents territoires, tous ces damnés de la terre? Est-ce que il y aura de la lumière dans leur maison et une lumière qui va leur permettre également de faire la cuisson? Très bien. Vous savez, ça fait partie du programme, ça fait partie, n'est-ce pas, du projet de Mme Masuka, c'était de mettre les conditions, de mettre nos populations qui sont dans les mêmes conditions que ceux qui vivent, n'est-ce pas, dans nos villes, comme la ville de Kolosi, la ville de Kassaji, pourquoi pas aussi la cité de Lubudi, excusez, de Fungurome. Alors comme c'est un processus, normalement, le barrage de Boussanga ne pourra pas du tout commencer par servir la population des territoires, mais surtout d'abord alimenter les entreprises minières. Alors je sais qu'avec le temps, les territoires vont être électrifiés. Et c'est ça même le projet, ça fait partie du projet. Donc nous sommes en processus. Mais pour le moment, je vais vous dire que déjà dans les territoires, il y a par exemple Boussanga, ne vont pas dépendre de Boussanga, mais plutôt des mini-centrales ou par exemple du courant de
de la SNEL, Oui. qu'on appelait Ingashaba, ou de centrales photovoltaïques. Photovoltaïque, c'est déjà, même dans les territoires, il y en a. Parce que d'abord, Mme Masuka avait envoyé une équipe à l'époque en Espagne pour aller chercher les photovoltaïques nouvelle génération, avant même que le chef de l'État fasse mention de photovoltaïque dans son adresse, n'est-ce pas, devant le Congrès en 2022. Donc je sais que nous sommes dans un processus, n'est-ce pas, de mettre les conditions qu'il faut pour que notre population vive normalement selon le vouloir du chef de l'État Félix Tshisekedi. Des grands édifices emblématiques. Boussanga, vous avez parlé de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est achevée, le chef de l'État a inauguré, et vous avez mis le confort, n'est-ce pas, au sein de ces édifices. C'est pas pour qu'ils aillent se chamailler là-bas, monter sur les sièges et se donner des coups. Voilà. Non, je ne pense pas que ce comportement... Kamweni maîtrise ce poulain... Kamweni, c'est un génie que nous avons de la province. Ou bien c'est l'opération Leisampunda Leisayo qui a planté le décor de la paix. Bien sûr, un pacifiste, et continue toujours à faire son travail. Il a besoin de mettre tout le monde autour, n'est-ce pas, de la table pour parler de là-bas. Et je ne pense pas qu'au là-bas, les députés peuvent se donner du coup. Ce sont des députés qui se respectent et qui veulent aider le président public Félix Tshisekedi et qui continuent à travailler pour que la vision ici que Mme Masuka est en train d'imprimer puisse normalement servir la population. Donc vous avez vu, l'Assemblée provinciale de là-bas, c'est aussi parmi les emblématiques ouvrages que Mme Masuka a construit et achevé sous fonds propres de la province de là-bas. Et après, nous avons c'est qu'il y a une approche que Marie-Thérèse utilise pour bien dompter l'organe délibérant. C'est moi qui parle. Oui. C'est peut-être une façon de provoquer, une approche pour dompter l'organe délibérant. Non. Elle fait que son travail. L'objectif de Masuka, les gens, beaucoup, excuse-moi, je pense, beaucoup sont en train de comprendre aujourd'hui que Masuka disait la vérité. C'est une dame qui n'a pas beaucoup de temps de parler. Il a du mal à convaincre avec sa bouche, même quand il est devant la caméra, même devant le micro, devant le journaliste. Il a de la peine de s'exprimer et dire ce qu'il a besoin de faire. Mais elle est pressée et elle est impatiente de voir ce qu'il a posé. Et plus dans la praxis. Oui, bien sûr. Alors, elle est trop pratique. Assemblée provinciale, déjà l'autre défi, relever un édifice à la dimension de certains bâtiments attribués. Oui. Aux assemblées nationales dans d'autres pays. Oui. Même Kinshasa n'a pas un tel édifice, bien la sûr. Capitale. Bien sûr. Et surtout qu'un député a un bureau. Pour toute la République, il n'y a que le Lualaba où un député... L'opération de séduction, c'est à la hauteur bien sûr. de ce que renferme le Lualaba comme richesse. Le cobalt, c'est aussi le monde entier qui en parle aujourd'hui. Ouais. L'aéroport qui va damer le pion et c'est le Patrice Lumumba, Bangoka, Goma et Loano. Où en sommes-nous? Est-ce que l'inauguration c'est cette année ou ça va être, donnez-moi la seconde chance? L'inauguration, je pense, ça pourra se faire probablement dans 3-4 mois parce que madame... Donc c'est après... Oui, les élections. Après les élections. Si madame le gouverneur veut vraiment que ce soit un aéroport qui va représenter la fierté, n'est-ce pas, de notre République et surtout le Lualaba en particulier. On est en train de clôturer, je pense qu'ils sont presque à la fin, et mettre les conditions qu'il faut. Lorsque vous êtes au Lualaba, vous vous sentez à Los Angeles, vous pouvez dire nous sommes en Afrique du Sud, mais vous êtes au Congo. Donc, tout le monde peut le faire. C'est pourquoi le chef de l'État avait appelé d'autres patrons des exécutifs provinciaux de prendre Masuka comme exemplaire. Excusez-moi, et suivre et découvrir les secrets de sa triomphe. Avec la résidence construite pour le chef de l'État. Une résidence pas comme mesure avec même la résidence du président Kinshasa. Oui. Encore opération de séduction du grand chef. Non, bon, et je voudrais qu'on... C'est pas du tout la séduction, parce que Masuka a construit comme elle avait promis. Et dit, nous sommes une province riche, une province qui a beaucoup de potentialités. Nous devons faire en sorte que leur réalisation soit au même niveau que nos richesses. Mais alors, et ce qu'elle a fait pour le chef de l'État... Quand vous dansez, il faudra toujours essayer de
laisser la place à Mukolo. Mukolo, c'est Kinshasa. Oui, bien sûr. Mais vous lui donnez le pion, pratiquement. Non, mais c'est lui qui fait ça. Tout ce qui est réalisé au Lualaba, ce n'est pas Masuka, c'est le président de la République Félix Tshisekedi. Parce que le chef défend ce qu'on appelle le projet de société et Madame la gouverneure développe le programme d'action qui corrobore avec le projet de société. Lorsqu'on va parler de 100 jours, excusez-moi, de la gratuité de l'enseignement, on doit sentir la gratuité de l'enseignement au Lualaba à travers le programme d'action du gouverneur provincial. Lorsqu'on parle des infrastructures de l'État, on doit sentir la présence du président de la République à travers les réalisations du gouverneur comme celle qui copie le projet de société, elle les exécute, n'est-ce pas, en province. Donc tout ce qui est fait au Lualaba, c'est le chef de l'État Félix Tshisekedi à travers sa représentante, Mme Masuka Sayeni. C'est pourquoi on dit qu'elle travaille dans sa vision. Et le chef de l'État lui-même était même content de dire que je suis content parce que Mme Masuka travaille dans ma vision. Alors, moi, personnellement, je me suis dit, il a raison, parce qu'il a découvert que dans peu de temps, même le gouverneur qui était investi depuis 2018, je n'ai pas vu quelqu'un faire l'utilisation, parce que ce n'est pas seulement le Lualaba qui a des recettes. Peut-on parler d'une gouverneure des provinces AZ et non AI? Non, AZ. AZ. Bien sûr. Alors, autre grand chantier, avant d'aborder le secteur environnemental et le social. Oui. Nous avons l'échangeur d'écologie. C'est un bijou qui est en train de pousser. Les travaux sont déjà à plus de 50%. D'ici là, on va inaugurer. C'est un grand bijou. Cette histoire a poussé du sol par la volonté manifeste de Masuka qui a besoin de donner plus la chance aux Colossiens, je veux dire, au Lualaba de vivre, n'est-ce pas, la volonté de Félix Tshisekedi de voir cette population vivre dans de bonnes conditions. Et les ravins, le sol, c'est un sol minéré. Oui. Les ravins... est-ce que le défi est prêt à être relevé? D'abord dans la ville de Kolosi elle-même, dont on connaît des élus comme Kasseya. Kasseya, Chingambo, Roy Kaumba. Alors, est-ce que c'est un défi prêt à être relevé? Bien sûr. Je vais vous dire que nous sommes déjà à plus de 65% des travaux. Masuka a combattu les ravins, je vais dire, les plus dangereux, qui ont menacé beaucoup de maisons, beaucoup de ménages. Aujourd'hui, la population se retrouve. Elle est en train de continuer à faire le même travail jusqu'à ce que nous arriverons à la phase de la prévention. Parce que quand on va finir à construire, à barrer la route à l'épanouissement, je veux dire à l'avancement de ce genre de ravins, je pense que nous aurons une politique de prévenir les têtes d'érosion qui vont essayer de naître ici et là. Mais aujourd'hui, le travail s'est fait et je vais évaluer ça à 65%. Et nous demandons toujours à la population de faire confiance au gouverneur de province, Mme Masuka Sayeni, et nous savons qu'ils ne seront pas déçus. Ce n'est pas seulement pour la ville d'écologie, mais nous aurons même dans des territoires, même des villes qui sont menacées par les érosions. Les écoles qui étaient pratiquement en état de biscuits, sous des chaumes, des pailles, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Vous vous souvenez de ces écoles lorsqu'il a commencé l'intérim? Si. Elle-même, elle a fait le tour de la province. Oui. Et se faire filmer également dans des écoles et démontrant les réalités du Lualaba profond, de la misère. A-t-elle vraiment fait changer les choses? Nous sommes à quelques mois de la fin. Moi, je voudrais vous dire, Masuka Sayeni, c'est une race rare de bâtisseuses. Parce que aujourd'hui, moi personnellement, je ne sais pas compter le nombre des écoles qui sont construites. Et je vous dis, même dans le territoire, même le coin le plus reculé, où peut-être on ne pensait pas qu'il allait construire, elle a construit des écoles et elle a réhabilité des écoles. Je voudrais aussi soulever le cas du lycée Mwanga. Actuellement, Mwanga, bien sûr, il y a eu un incident malheureux qui était victime d'un incendie. Très bien. L'école a été délocalisée. Délocalisée. Et alors, maintenant, il y a un projet de construction. C'est une mine qui s'annonce, l'exploitation minière qui s'annonce. Là-bas? Oui, sur Mwanga. Non. Oui. On construit. Madame a promis, il y a déjà une maquette. Pourquoi on a délocalisé? On a délocalisé parce qu'on a besoin de faire un beau bijou pour eux, n'est-ce pas? Parce que la place où il y a l'ancien lycée Mwanga ne permet pas qu'on fasse tout ce que Masuka a prévu pour qu'on fasse pour les Est-ce que les sociales des Lualabais, les Congolais du Lualaba, riment avec la manne ou la graisse qui est sur la province? Oui, la conséquence c'est que si ce n'était pas le cas, vous ne devriez pas voir toute cette foule en liesse venir accueillir le chef de l'État depuis 6 heures. Le chef de l'État est arrivé en 19h. Tout le monde chef est toujours le chef. Les gens sont curieux de le voir. Bien sûr. Et vous connaissez, nous sommes en Afrique. Mais la réalité reste que Masuka a amélioré à plus de 60% les conditions de vie de Lualaba
n'est-ce pas, par l'ouverture de plusieurs portes qui peuvent donner du travail aux jeunes pour donner naissance à une troisième classe. Le tourisme se rapporte la même chose. Énormément à la province? Bien sûr. Et aujourd'hui, je vais vous dire que quelqu'un qui vit au Lualaba n'envie jamais venir à Kinshasa, il n'enverra jamais d'aller en Europe aller vivre parce qu'il vit bien. Je vais vous dire que le Lualaba, c'est l'unique province où vous allez trouver un jardinier véhiculé. Ça, je le dis sans la peine d'être contredit. Ça veut dire que ça montre que Masuka donne de la valeur aux agents membres du gouvernement qui travaillent. Avec son évangile selon Masuka, il peint tout en blanc. Non, c'est une vérité. Les minéraux, l'exploitation des minéraux a des conséquences sur le plan environnemental. Quelle est la politique qui est appliquée et qui est imposée aux miniers, c'est-à-dire aux entreprises minières, pour que la population ne soit pas victime des maladies engendrées par l'exploitation minière? Parce qu'on dit dans chaque exploitation minière, il y a toujours une teneur de l'uranium, alors, ou d'autres minéraux. Et dans certaines usines, la transformation des minéraux se fait à base des produits. Des acides. Des acides et par moments qui polluent l'environnement. J'espère que les Lualabais ne sont pas exposés à des problèmes de santé avec des répercussions plus tard. Non, bon, je peux évaluer ça. Le danger peut être évalué à 10%. La politique, la responsabilité sociétale sur le plan environnemental, est-ce qu'elle est appliquée à l'endroit des sociétés minières? Oui. La responsabilité de l'État s'est fait sentir à travers le ministère provincial de l'Environnement, le Vieux-Moufondi, que je salue en passant. Le travail s'est fait très bien parce que la population n'est pas du tout exposée au danger. Et cela est garanti, n'est-ce pas, dans le protocole. Mais la pollution des eaux? La pollution des eaux, je ne pense pas. Parce que le traitement, la transformation des minéraux... C'est pourquoi j'ai dit les dangers est évalué à 10%, parce que vous ne sentez pas la population se plaindre que voilà, la pollution des eaux a causé des morts, a causé des ceci. Bien sûr que la transformation de minéraux nous apporte toujours des maladies, ainsi de suite. Mais brièvement, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que le code minier aussi a prévu quelque chose. Lorsqu'une société vient et transforme les minéraux, il va aussi aider la population à bénéficier de quelque chose. Par exemple... Est-ce que le reboisement se fait? Comme par exemple Perenco dans le Mwanda fait le reboisement. Vous savez, l'exploitation en offshore, onshore a toujours de l'impact sur le plan environnemental. Et avec des conséquences sur la santé de la population. Est-ce que ces sociétés reboisent? Oui, vous savez, récemment il y a eu une campagne sur ça. Mais maintenant, pour le moment, je ne sais pas où nous en sommes. Mais ce que je veux vous dire en réalité, c'est que l'État congolais, surtout la province du Lualaba en particulier, veille seulement sur la vie de Lualabé à travers beaucoup de programmes, n'est-ce pas, de la sensibilisation des sociétés minières pour travailler selon ce que l'État a prévu, afin que la population ne soit pas victime de transformations de minéraux qui peuvent causer des morts à tout moment. Le clou de cet échange, cette interview, c'est donc, oui, le vivre ensemble congolais. Beaucoup de Congolais venus de plusieurs coins de la République se retrouvent là-bas. Des ingénieurs, des touristes, des entrepreneurs. Est-ce que le vivre ensemble existe sur le terrain? À Fungurume, nous avons appris il y a quelques jours, la jeunesse de l'UDPS et de l'UNAFEC se sont affrontés. Et suite à un problème sur les réseaux sociaux au niveau de Kasumbalesa, on parle des morts d'hommes, on parle des dégâts, et certains parlent de l'instrumentalisation de cette jeunesse par ceux qui veulent défaire leurs monstres, en commençant par ce qu'on appelle, en déclenchant ce qu'on appelle une guerre tribalo-ethnique. Est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises pour prévenir un tel danger? Il y a des précautions qui sont prises, mais je voudrais commencer par quelque chose. Vous savez, au Lualaba, il y a le vivre ensemble. Parce que moi qui vous parle, je vis avec Masuka, je suis proche de Masuka, mais Masuka ne connaît pas ma tribu. Là où elle est, je pense qu'il est en train de me suivre. Le gouverneur de province du Lualaba, je travaille avec elle il y a longtemps,
ne me connaît pas si je suis de quelle tribu. Alors aujourd'hui, avec l'avènement de Masuka Alaté, la première ville là-bas, la vie d'écologie est devenue cosmopolite. J'ai vu, même ceux qui se réservaient pour ne pas postuler au Lolaba, c'est déclarer Lolabé et faire leur travail en paix. Ceux qui étaient habitués d'échanger d'identité pour avoir du travail, cette pratique a pris fin. Mais l'histoire qui s'est passée à Fongoroma, je me réserve le droit de tout dire, mais je voudrais dire seulement ceci. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. La politique que nous voulons une politique de rupture, avec ces jeunes à des esprits faibles qui se laissent manipuler par les politiques. Donc, rupture avec toutes les valeurs toutes les antivaleurs. Qui font le socle de notre société. Non. Nous voulons une rupture avec... On parle de rupture, là. Oui, je parle de rupture avec la politique d'exploitation de la jeunesse. Je pensais que c'était la rupture avec toutes nos valeurs. Non. Avec balance. Non. Vous savez, récemment, le chef de l'État avait lancé, n'est-ce pas, un dialogue interprovincial Grand Katanga, Grand Kassai. Les résolutions issues de ce dialogue étaient très importantes, qui avaient pour objectif la cohabitation pacifique entre la jeunesse katangais et kassaïenne. Aujourd'hui, nous avons besoin de préserver ces valeurs et prêcher nos jeunes à cohabiter, vivre ensemble. Merci, c'est surtout votre boulot en tant que président de la Ligue de jeunes de FIDEC, comme vous êtes au front. Mardoché Nsele, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Monsieur. Excellente soirée. Dans quelques instants, le second invité avant de boucler, Moutabasi Sekimognon, nous nous rendons dans l'est de notre pays, d'où nous viennent des très bonnes nouvelles. Les patriotes redonnent le sourire aux Congolais avant les élections, avant la fin de l'année. L'affront en train d'être lavé. Dans quelques instants. Moutabasi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'homme de gauche, très proche de Chomsky, Naam, le structuraliste, fonctionnaliste grammairien, on peut dire philosophe. Non, on doit dire philosophe. Philosophe, linguiste, Naam Chomsky, l'américain d'origine juive. Ouais. Mais un athée. Oui. Comment va-t-il? Ben, avec l'âge, la dernière fois qu'il m'a écrit, il était un peu... je pense que ce sont les élections des États-Unis qui le touchent. Parce que pour lui, c'est... Est-ce que Trump va revenir? Il a peur de Trump. Pas de Trump, mais le sentiment qui existait pendant que Trump était au pouvoir. Est-ce que Trump est raciste? Est-ce que Trump est raciste? On saurait le dire. Mais est-ce qu'il, pour des raisons politiques, il a certaines exagérations débordées pour garder le pouvoir? Oui. Et maintenant que Trump ne veut pas aller au cachot, il en fait un peu trop, quoi. Alors c'est cette peur. Ça le préoccupe, lui, Naam Chomsky. Oui. Parce que il est démocrate? Il est démocrate, il est libéral. Il pense que les libéraux n'ont pas fait assez pour le pays. Toujours allergique aux gloires, aux louanges. Je pense il est effacé. Je ne pense pas qu'il a Il aime bien prendre son vélo. Et parfois, il n'accepte pas ce qu'on dit de lui. Là. Moi, je ne pense pas qu'il n'accepte la gloire. C'est plutôt qu'il est arrivé à un certain niveau d'accomplissement. Qu'est-ce que vous allez dire de lui qui va l'éblouir? Il ne connaît pas. Et qu'est-ce que vous allez dire de ça? Il est gros, il est petit, il est vieux, il a la grosse barbe. Je ne sais pas quel compliment et lui, on peut dire à... Il ne rase pas sa barbe. En menant de plus en plus, il ne rase plus. Il a vieilli. Mais on reconnaît par sa chevelure et tout ça. Ouais. Je me dis toujours, les gens disent qu'il est humble. Et moi, je dis, quel est le compliment à donner à Chomsky qui va l'éblouir? Je ne trouve pas. Il faut trouver quelqu'un qui peut vous donner un compliment qui va l'éblouir. Peut-être à ce moment-là, on saura s'il est humble ou pas. Je voulais bien lui parler à Boston en 2018, mais je l'ai raté. Voilà. Il était dans un autre état. Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Masolo, non? Masolo. Masolo. Dans le live du soir. Moutabasi, les patriotes se battent. Ils ont déjà récupéré. Est-ce que vous êtes informé? Je suis informé. Parce que vous-même, vous êtes issu de Massissi, Rutshuru. Rutshuru. Voilà. Alors, les patriotes se battent. Quel sentiment vous anime depuis qu'ils ont commencé la reconquête des
villes, des cités, des villages. Moi, je dis, les patriotes ne se battent pas, ils battent. Oui, pour la première fois, pas pour la première fois, il est arrivé à Rumangabo il y a plusieurs fois, mais à ce moment-ci, ils battent. Parce qu'on voit que M23 est en train de fuir, il y a des blessés. Ils ne sont pas en train de se battre. Il n'y a pas M23, donc les Rwandais fuient. Les Rwandais fuient. On amène beaucoup de corps chez eux. Vous avez vu beaucoup de corps aussi en Ouganda. Oui, mais on doit se dire, on est déjà arrivé à cette situation avant. C'est un serpent très dangereux. On ne peut pas se dire si... C'est un quoi? Un serpent? Très dangereux. Qui est le serpent dangereux? M23, les Rwandais. Ça veut dire, on les bat aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des mesures qu'on applique pour garantir la victoire finale? Parce qu'aujourd'hui, les patriotes gagnent. Autrement, sécuriser, investir les cités, les villages libérés. Non seulement ça, est-ce qu'on comprend le danger ou la peur dans les enjeux de l'Est, surtout concernant le M23? Et je ne pense pas le Congolais comprend. Quel est selon vous cette peur, ces peurs au pluriel, ces enjeux? Moi, je dis que pour beaucoup de temps, Kagame a utilisé le génocide pour dire il ne faut pas qu'il y ait un conflit Hutu-Tutsi. Hein, ça va créer le génocide, ça va ceci. Et même quand on demande qui se bat à l'Est, on dit Wazalendo. Wazalendo, c'est un secte. Hein, ils sont, je crois, 200. Qui sont ces patriotes? C'est tout le monde, même les organisations, même les ambassades étrangères. On s'est mort les dents pour dire qui est en train de se battre, qui va gagner. Même l'armée régulière en soi. Tout le monde est en train d'éviter de dire qu'est-ce qui se passe dans cette guerre. Donc vous êtes tous désillusionnés. Même les laboratoires, même les laboratoires des ennemis sont brouillés. Les radars sont brouillés. C'est pas qu'ils sont brouillés, mais ils ont peur de la vérité. Et cette fois-ci, on se demande, est-ce que le gouvernement central va laisser les gens qui peuvent fixer, qui peuvent arranger cette guerre, s'attaquer à la guerre, se battre à l'Est? Est-ce que cette fois-ci, on va les laisser et dire la vérité? Quel est le problème? Ça, ce n'est pas le problème de Kindu. Ça, ce n'est pas le problème de parties, de Maniema. Ça, on parle d'un problème qui est des soubassements ethniques. Je ne comprends rien là. La vérité, pour vous, c'est laquelle? La vérité, ça veut dire ceci. Je dis, les M23 se sont déclarés une communauté, une minorité, Tutsis qui sont délaissés, ils ont des problèmes de nationalité, et ce sont toutes les Tutsis qui sont le même sentiment. Je dis non. Mais ceux qui ont pris les armes, c'est sur cette base. Est-ce que M23 est 100% Tutsi? Non aussi. Mais c'est sur ce son. Où est-ce que M23 opère? M23 n'opère pas à Kindu, à Beni. Dès qu'ils sont à Beni, ils sont dans un territoire qu'on sait Nandé. M23 opère à Rutshuru et à Massissi. On sait que la majorité de la population qui sont là, c'est les Hutus et les Rundés. Hein? Les groupes qui se battent là-bas, ce sont les groupes majoritairement Hutus congolais et Rundés. Ça fait un problème ethnique dont on n'en parle pas. Quelle est cette vérité? Quel est ce problème qu'on n'aborde pas, monsieur? Ça veut dire que c'est un problème du Rwanda qu'on exportait chez nous qui a assez duré. C'est un problème ethnique, de problème de certaines personnes qui disent qu'ils ne sont pas reconnus congolais, mais ils opèrent, au lieu d'aller à la cour constitutionnelle, hein, aller dans les cours et tribunaux, ils prennent des armes. Et ils sont défendus, pour la plupart, et armés par les Rwandais. Ceux qui se battent sur le terrain, ceux qui sont morts, on a récupéré les cartes, ce sont les Rwandais, ce sont des troupes rwandaises. Mais au fond de quoi on a parlé? C'est l'histoire de la conférence nationale. Ça a commencé à la conférence. C'est ça pendant les années qu'on n'en parle pas. Mais ça a été une erreur grave du Congo d'attribuer de manière massive, collective, la nationalité à des réfugiés. Oui, mais est-ce que c'est un problème? Et tous, quand ils ont des problèmes chez eux, on les accueille chez nous. On les accueille chez les Hutus, ils viennent. Ils viennent ici. Les Tutsis, et puis on les accueille. Et puis quand ils viennent, ils nous créent des problèmes. Ils nous créent des problèmes. Les FDLR, rentrés là-bas, Kagame les recycle. Et il les renvoie chez nous pour
massacrer les gens. Et ils les envoient au casse-pipe. Et quand ils reviennent, ils tuent même les gens qui les avaient accueillis ici, qui les ont vus naître, alors qu'ils étaient poursuivis par les Tutsis. Parce qu'il y a toujours une histoire qu'on ne parle pas. On doit se dire, est-ce qu'il y a une différence entre un Hutu congolais, un Hutu rwandais, un Hutu burundais? Oui, culturellement. Oui. C'est une façon sociologique, culturelle. Un Hutu congolais, il est infaillible. Pourquoi? C'est un Congolais. C'est la même chose que je dis, j'explique aux gens la même chose qu'il y avait des Angolais qui se disaient Congolais, il y a Samangwana qui est même devenu. Mais vous n'allez pas me dire une tribu du Bas-Congo qui est à la frontière avec l'Angola, ils ont un sens partagé culturel. Je dis, il y a toujours une différence. Alors, tant que le Congolais, on est en train de parler de Bunagana, on a parlé de Rutshuru, on parle des terres, mais on ne parle pas des habitants. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a, on s'est dit, est-ce que c'est une guerre qu'on a laissé les abeilles attaquer pour des raisons électorales? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense hier, on s'est plaigné que les milices ouazalènes attaquaient, mais l'armée ne venait pas occuper les territoires conquis. Alors, il y a ces doutes, c'est pas un doute, mais il y a un sentiment que le gouvernement congolais doit tuer pour dire, bien sûr, ce sont les milices territoriales, maï-maï, comme on les appelait du temps, qui se battent, mais on voit aujourd'hui le Ouazalendo qui donne 48 heures à EAC. Oui. Est-ce que... Alors, oui, on en vient justement. Ouazalendo qui donne un ultimatum de 48 heures aux touristes, aux militaires touristes de l'Afrique de l'Est. C'est un problème. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'ils sont en train de dire ce qu'ils se disent dans cette partie de la République. On veut que EAC rentre chez eux. On a déjà vu avec la MONUSCO, il y avait tout un problème. Mais c'est quoi? Ils sont en train de pousser le gouvernement congolais de prendre une position claire. Est-ce que le Ouazalendo peut battre le Burundi? Oui. Est-ce qu'il peut battre le Rwanda? Non, les Burundais, eux, c'est une particularité parce qu'ils se sont montrés quand même francs. Oui, je donne un exemple. Est-ce que le Ouazalendo peut battre le Burundi? Oui. Il peut battre le Rwanda? Oui. Il peut battre le Kenya? Oui. L'Ouganda? Oui. Parce que c'est leur territoire. Mais ils ne peuvent jamais battre le EAC. Ils ne pourront jamais le battre, le EAC, parce que ça deviendra un problème d'orgueil national d'une communauté qui veut s'imposer. Alors, on doit éviter l'affrontement. Donc, le gouvernement congolais doit éviter l'affrontement entre les patriotes et le ASC. Parce que Ouazalendo, vous dites Ouazalendo, ça signifie, ça c'est une secte. Donc, le patriote doit éviter l'affrontement entre les patriotes et les touristes militaires de l'EAC. En comprenant ce que les patriotes veulent dire. Le patriote, si on peut les appeler de cette façon, sont en train de refléter un sentiment qui existe déjà dans la population pour dire le gouvernement, prenez une position pour dire on doit trouver un moyen de dire à EAC de quitter. Ils ne sont pas venus résoudre le problème qui existait. Ils sont venus maintenir cette instabilité politique, économique et sociale dans la région. Alors, c'est le gouvernement qui doit comprendre et doit se ranger derrière la population. Tout ce que les Ouazalendo sont en train de faire, ils sont en train de faire l'écho de ce que la population veut et demande à l'État congolais de faire. Sinon, ça sera une situation un peu compliquée. Parce que si les Ouazalendo attaquent le AAC, comment va réagir le EAC? Parce qu'à 48 heures, c'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup, c'est déjà combien? C'est déjà 30 et quelques qui nous restent. Est-ce qu'on doit éviter cet affrontement? Oui. Pourquoi? Pour des raisons, pour comprendre ce qu'ils veulent. Le message est que le gouvernement prend des mesures, déjà commence à initier des mesures pour dire les EAC, quitter la République. C'est le Congolais qui veut. Quitter avant, pour éviter les affrontements, quitter avant la date prévue en décembre, le 8 ou le 8, on devait plutôt, parce que le EAC est entré, je crois, ils ont fait un communiqué pour dire d'ailleurs on va prolonger notre présence ici. C'est un peu pour défier la volonté de la population, de cette partie de la région. Ils sont congolais, ils ont le droit
de définir ce qu'ils veulent comme liberté. Ils ne veulent pas de AAC, le AAC doit partir et le gouvernement congolais doit se plier à cette volonté de la population. Uhuru, dernière préoccupation, Uhuru Kenyatta, l'ancien président Kenya, dit facilitateur dans ce conflit, demande qu'il y ait dialogue. D'abord, il appelle à la désescalade, et puis il demande qu'il y ait dialogue. La SADC aussi demande qu'on trouve une solution politiquement et non pas par les armes. Alors finalement, on comprend que l'hypocrisie du monde entier a contaminé la SADC. Et puis, Uhuru, au-delà des affaires ici, les affaires, Uhuru, finalement, maintenant, il montre sa vraie nature. Sa vraie nature, mais on doit se poser la question, c'est quoi le conflit? Quel est le conflit qui existe? On doit trouver une solution. C'est quoi le conflit en fait? Le Rwanda arme M23. Et puis, on ne sait pour pas, quelle raison? On ne sait pas condamner le Rwanda, mais on demande... C'est quoi la solution? Qu'on donne une partie de la République pour faire plaisir aux gens, qu'on rende une partie de la République esclave du Rwanda? Je ne sais pas quel est le problème de l'Est dans lequel on veut rétablir. C'est quoi la solution? Intégrer le mixage, qui on va mixer? Et est-ce que ça c'est une solution? C'est la énième mixage qui n'a pas marché. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre le problème. Si on parle même de problème de nationalité, je peux bien dire, Monsieur Fabien Lumba, là, vous n'êtes pas congolais, est-ce que ça va vous faire prendre les armes? Non. Voilà. On a fini. Mais nous avons un visiteur de nos murs. C'est le général gabonais devenu président de la transition gabonaise. Il est chez nous, il était chez Sassou Nguesso. Les gens pensaient que c'était vraiment un homme loin de la France. Finalement, on a compris que d'abord c'était au théâtre du Palais, et puis voilà, il est là. Il est en train de consulter aussi, dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et il est chez nous, voilà, mais pas très loin de la France. Parce que la première sortie en dehors de son pays, c'était le Congo-Brazzaville. Un petit mot sur cette visite. On doit se dire deux choses. Vous le voyez? Oui. On doit se dire deux choses. Un, on doit comprendre le Gabonais. Ce n'est pas le problème du président gabonais. Il reflète le sentiment du Gabonais comme du Tchadien. Ils se prennent pour des petits, si je peux exagérer, des petits Français. Ils ont leur vue sur le Tchad. Deux, on devrait être triste parce que l'avant et après coup d'État, ça devait être le pays, la RDC qui devait décider sur la destinée du Gabon. Moi, je suis parmi ceux qui croient à l'exceptionnalisme congolais pour dire on est le maître de l'Afrique centrale. Il ne devait pas être ici en train de nous dire bonjour, il devait être ici en train de dire... En train de recevoir des leçons. Oui, des leçons. Parce qu'on devait Monsieur, faites ceci, faites ceci pour votre pays, pour l'Afrique centrale, pour ceci. Mais jusque-là, on n'est pas encore, on n'est pas assez agressif. Oui, en alors dites-moi, nation. qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas maîtres de cette sous-région, Grand Lac, Afrique centrale? Qu'est-ce qui fait que nous soyons, nous traînions les pieds à jouer notre rôle? Ça commence, moi je dis par exemple du temps de Mobutu, même s'il y avait la dictature, idéologiquement Mobutu disait qu'il est le maître du terrain d'Afrique centrale. Vous avez maintenant Kabila le père qui arrive par des voies accompagnées par le Rwanda et qui a affaibli la politique étrangère ou idéologiquement notre vision de ce qu'on est en Afrique. Pour moi c'est ça. On doit être plus agressif, on doit changer notre vision de politique étrangère pour dire, si je peux exagérer le terme, je répète, coloniser l'Afrique centrale, c'est à notre main, c'est même pour le bénéfice de l'Afrique ou je peux dire pour le monde. On doit être le maître de l'Afrique centrale. Merci beaucoup, Mutabazi Sikimonyo, Jojo, d'être venu. Voilà. Mais on a vu quand même que le chef de la transition gabonaise ou le président de la transition gabonaise
a été reçu. Il était en tenue militaire. Il portait... c'est protégé. Même auprès d'un chef de l'État. Ouais. Donc, voilà. Toujours avec son arme. Voilà. Ce sont des choses peut-être qu'on ne maîtrise pas. Se trouve dans d'autres sphères. Merci. Bonsoir. Merci. Le journal. Et après, sur Télé 50, retrouvez ces magazines à 23h30 ou un peu plus sur Kinshasa. Donc, heure de Kinshasa. Portez-vous très bien.